chers élèves, les objectifs de la vidéo, c'est de vous familiariser avec les notions de mouvement et repos. Et pour décrire un mouvement, on utilise les concepts de trajectoire et vitesse. Les exercices proposés dans ce contrôle vont vous permettre de réviser et de s'entraîner et de vérifier le niveau de connaissance et de compréhension du contenu des chapitres mouvement et repos, vitesse moyenne et type de mouvement. Et vous verrez dans ce contrôle des exercices d'application directe du cours, puis d'autres exercices plus complexes nécessitant la mobilisation et l'intégration directe des savoirs et savoir-faire révisés, ou encore des exercices faisant appel à des raisonnements plus élaborés dans des situations un peu complexes. Et le but aussi de ce contrôle est de bien assimiler les notions étudiées et bien les comprendre. Et vous pouvez utiliser différentes ressources, soit le cours donné par votre professeur ou sur le net ou autre pour résoudre un exercice. Euh, Commencez par lire attentivement l'énoncé dans sa totalité et surligner ce qui vous paraît important. Commencez toujours par chercher puis rédiger vous-même la solution avant de consulter le corrigé proposé. Persistez à trouver la solution et ne cédez pas facilement. C'est en vous heurtant aux difficultés que vous progressez. L'étude du corrigé, cherchez dans le corrigé ce qui vous permet d'avancer. Une lecture superficielle de la solution n'apportera rien. Rédigez la réponse avec des phrases complètes et un raisonnement logique et détaillé. Arrondissez les résultats en conservant euh, des chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Faire attention aux unités. Un résultat sans unité, quand il y en a une, n'a aucune signification. C'est aussi un moyen de vérifier l'homogénéité de l'expression obtenue. S'assurer que l'on a répondu à la question posée et vérifier la pertinence du résultat trouvé. Posez toujours la question, est-ce que ce résultat a un sens? Alors, bon courage et on commencera par, bien sûr, le premier exercice sur les notions de référentiel. Et vous avez vu que le mouvement d'un objet dépend de l'observateur. Cet observateur, on l'a appelé un référentiel. Et vous avez défini un référentiel comme étant un objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. On lui associe un repère d'espace plus une horloge. Il faut toujours préciser le référentiel quand on décrit un mouvement d'un objet, puisque le même objet peut être immobile par rapport à un référentiel et en mouvement par rapport à un autre référentiel. Euh, et vous allez voir euh, au début du premier exercice, a dit le mouvement est comme rien. Ah, alors, ça résume ce qu'on a dit. Répondez par vrai ou faux aux propositions suivantes. La première, un objet comme un arbre est toujours considéré au repos. Est-ce qu'on peut considérer toujours, est-ce qu'on peut considérer toujours un arbre là
on peut la considérer toujours au repos. Alors, vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. C'est exact. Et pourquoi? Parce que le, le même arbre peut être considéré et vu par un autre observateur en mouvement. Exemple, un avion ou un aviateur, du haut, et il regardera en s'éloignant de l'arbre ou en s'approchant, euh, il, euh, il regardera l'arbre s'éloigner ou s'approcher de l'avion. Donc, il va la considérer en mouvement par rapport à lui. Tandis que ici, par rapport au sol, il est au repos. Un avion, un avion qui vole est toujours considéré en mouvement. Est-ce qu'on peut considérer toujours un avion qui vole en mouvement? C'est pareil. Euh, la proposition est aussi, elle est fausse, hein? Donc c'est faux. Faux. Et pourquoi? On peut considérer, par exemple, un contre-exemple, l'avion, il est au repos euh, par rapport à un siège de l'avion ou par rapport à l'avion, hein? Et donc, c'est faux. L'arbre peut être immobile, hein, l'arbre, la troisième proposition, peut être immobile par rapport au sol, voilà le premier référentiel, et en mouvement, voilà, on dit il peut être considéré immobile, c'est-à-dire au repos, et en même temps on peut la considérer par rapport au sol et considérer en mouvement, mais par rapport à un avion qui passe au-dessus de l'arbre. Est-ce que cette proposition est vraie ou faux? La proposition, elle est vraie. Oui, puisque on a défini ici le référentiel. D'accord. Euh, Complétez les phrases suivantes par les mots, deuxième question, euh, suivante, relatif, trajectoire, référentiel, translation. Première proposition, le mouvement et le repos sont des notions, alors, sont des notions, c'est exact, relatives. Je vais l'écrire. Re, rela, sont des notions, le mouvement et le repos sont une notion, on dit, des notions relatives. D'accord. Car il dépend du référentiel, c'est exact. Il dépend du référentiel, puisque le même corps, il peut être considéré immobile comme il peut être considéré euh, en mouvement selon le référentiel choisi. D'accord. Voilà. Poursuivons. La ligne continue qui relie l'ensemble des positions occupées par un mobile est appelée, alors, il nous reste trajectoire et translation. Trajectoire, c'est exact.
trajectoire, puisque la définition d'une trajectoire, c'est l'ensemble, c'est la ligne, oui, la trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions occupées par un objet au cours du temps. Trajectoire. D'accord. Le C. Si tous les segments d'un corps mobile gardent la même direction au cours du temps, durant son mouvement, alors il nous reste seulement translation. Voilà, il nous reste translation. Il est en translation, ça c'est la définition d'un corps en translation. Voilà, translation. Alors, trois termes, je n'ai pas voulu les rajouter dans l'énoncé, mais vous devez les trouver. Il y a trois types de trajectoires, lesquelles, hein, c'est exact, rectiligne, circulaire, et s'il n'est ni rectiligne ni circulaire, si c'est une courbe quelconque, on parle de trajectoire curviligne. D'accord. Donc, le premier type de trajectoire, il est rectiligne. D'accord, rectiligne. Voilà. Le deuxième type, circulaire. D'accord. Circulaire. Le troisième type, si ce n'est ni circulaire ni rectiligne, elle est curviligne. C'est une courbe quelconque. Curviligne. D'accord. Passons maintenant aux réponses. Vous allez voir, vous comparez. Eh bien, oui, c'est faux, la première proposition, puisqu'il n'est pas toujours au repos. Il peut être en mouvement. Pareil pour l'avion, l'arbre peut être dans un état de repos ou en mouvement selon le référentiel. Là, les différents termes qu'on doit ajouter. D'accord. D'accord. Alors, passons maintenant à un exercice. Alors, selon cet exercice, vous avez un garçon qui se déplace sans frottement sur une planche à roulettes, ou appelée skateboard en anglais. C'est un circuit composé de trois segments, deux segments obliques, ici la branche AE et la branche HL, et une branche qui est horizontale, c'est la branche EH. Hein, c'est ça le circuit. Et le sens du mouvement, c'est à partir de A vers L.
Ça, c'est le sens du mouvement. Ça, c'est le skateboard ou la planche à roulettes. Alors, la figure suivante, elle est obtenue, bien sûr, par une série de photos du mouvement du garçon et prise à intervalles de temps réguliers. Ce temps régulier, il est d'une seconde. Hein. Voilà, on l'appelle taux. Il est d'une seconde. Taux. Cette technique, il porte un nom et s'appelle la chronophotographie. La chronophotographie, on peut aussi la réaliser avec le mode rafale d'un appareil photo. Pourquoi pas? Et vous avez là, sur différents segments, vous avez les positions occupées par l'enfant. L'enfant l'a assimilé à un point, bien sûr, pour faciliter l'étude. Hein, un point. Et les positions occupées par cet enfant au cours du temps, euh, vous voyez là, entre la position A et la position B, il s'est écoulé un temps égal à une seconde. Également, entre B et C, s'est écoulé un temps d'une seconde. Entre C et D, une seconde. Entre D et E, une seconde. Entre E et F, une seconde. Entre F et G, une seconde. Également, entre G et H, une seconde. Également, entre H et I ou J ou JK ou KL, toujours la durée ou le temps écoulé est d'une seconde. Alors, euh, ces positions ont été enregistrées comme vous voyez sur cette figure. Alors la euh, question suivante, on doit compléter le tableau suivant. Le tableau suivant, sur le trajet AE. Le trajet, voilà, AE, c'est de A vers E. Voilà. Selon ce trajet, vous voyez, on vous demande là, est-ce qu'il y a une diminution sur quel trajet? Est-ce que sur le trajet, il y a une diminution de la vitesse? Est-ce que sur le trajet AE, hein, ou sur le trajet EH, ou sur le trajet HL? AE, EH ou HL. Sur quel trajet, sur quel segment on a une diminution de vitesse? Eh bien, ça se saute aux yeux. Vous voyez, là, sur le segment HL, les positions occupées par l'enfant, les distances entre les points, deux points successifs, euh, diminuent. Hein. L'écart diminue entre ces points. Vous avez la distance HI est supérieure à la distance suivante qui est IG, qui est à son rôle, à son tour, euh, supérieure à la distance JK, qui est supérieure à la distance KL. Et par conséquent, tout au long de cette branche, la distance, l'écart entre deux points successifs, il diminue. Et par conséquent, si ça coïncide, si on se réfère à ce que vous avez vu dans la leçon, on se réfère à quoi? À une diminution de vitesse. Et donc,
hein, sur le trajet HL, il y a une diminution de vitesse. L'augmentation de vitesse. L'enfant, est-ce que sa vitesse au cours du temps a augmenté dans la branche AE ou EH ou EHL? Ça saute aux yeux. Vous voyez ici l'écart entre sur la branche AE. Vous voyez que l'écart entre les deux points successifs, il augmente au cours du temps. La distance AB est inférieure à la distance BC, qui est à son tour inférieure à la distance CD, qui est inférieure à la distance DE. Et par conséquent, la vitesse, il augmente. Dans ce trajet, la vitesse est constante. Ah, sur quel trajet il est constant? On remarque sur la branche horizontale EH que les distances parcourues, l'écart entre deux points successifs au cours du temps, EF, elle est égale à 2 cm, égale aussi à FG, qui est égal à GH, bien que ce sont des distances parcourues au cours de la même période, une seconde. Et par conséquent, puisque ce sont tous égaux, alors c'est sur le trajet, la vitesse est constante. Ne change pas sur le trajet EH. Le mouvement est accéléré, et, ça veut dire qu'il y a une variation de vitesse qui augmente au cours du temps. Alors, laquelle ça coïncide sur le trajet AE, c'est pendant la descente. Oui, c'est normal. Voilà. Le mouvement il est uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Oui, ça c'est sur le trajet, c'est exact, H. D'accord. Et le mouvement est retardé ou décéléré, ça veut dire que la vitesse, il y a une variation de vitesse, il diminue au cours du temps. Hein, alors, c'est pendant la montée. Hein, la montée, c'est-à-dire sur la branche HL. Oui, voilà. D'accord. Voyons, comparons la solution. Oui, c'est exact, c'est la même chose. Passons maintenant à donner la relation entre la vitesse moyenne Vm du garçon et la distance D parcourue entre E et A et le point H était la durée de parcours de la distance D, c'est-à-dire EH. Voilà. Et alors, comme vous avez en cours, on a, hein, on a la formule de la vitesse moyenne. Hein, la vitesse moyenne, voilà, elle est égale à la distance parcourue D divisé par delta T ou T ici, avec D. Elle représente la distance
Hein, c'est quelle distance? La distance E, EH, ouais. La distance EH. D'accord. Et T, ça représente la différence entre du temps, entre l'instant de départ, ici c'est au point E, et l'instant d'arrivée sur cette branche qui est H. Donc c'est égal. Et vous voyez, si vous revenez sur la figure, eh bien, vous allez que TC, on a 3 fois C E F plus FG plus GH. Hein? Et donc, entre deux points successifs, chaque distance est parcourue pendant un temps tau qui est 1 seconde. Donc, on a combien de 3 fois tau. D'accord. Passons à la troisième question. Calculer en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure, la vitesse moyenne du garçon sur le trajet, toujours horizontal, EH. Alors on a, si on veut la calculer en commençant par euh, le mètre par seconde, d'accord. Alors, on a la distance. On a la distance D, on a dit, elle est égale à EH. Si vous revenez à la figure, eh bien, cette distance, elle est égale à 6 centimètres. Hein. On a 6 carreaux, chaque carreau représente 1 centimètre, ça veut dire 6 centimètres au total. Elle est égale à 6 fois 10 puissance moins 2 mètres. Je convertis en utilisant les unités internationales. Le mètre. D'accord. La, la durée de parcours du point E jusqu'au point H, c'est T, et on a dit égal à 3 fois tau, et tau égale à 1 seconde, donc c'est 3 fois 1 seconde, c'est-à-dire 3 secondes. C'est égal 3 secondes. D'accord. Maintenant, passons au calcul de la vitesse, remplaçant chaque grandeur par sa valeur. On a dit que Vm égale la distance d, c'est-à-dire d sur t. Voilà. Application numérique. N. Vm. Elle est égale à la distance, c'est 6 fois 10 puissance moins 2 mètres que divise t qui est 3 secondes. Voilà.
3 secondes. C'est égal à 2, donc vitesse Vm, elle est égale 6 divisé par 3, ça donne 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. D'accord. Maintenant, passons à exprimer cette vitesse en kilomètres par heure. Alors, dans ce cas, et on a Vm, elle est égale à 2, pardon, ici, par seconde. Hein, par seconde. 2 fois, là c'est pareil, par seconde. La seconde ici, je l'écris. Voilà. Fois 10 puissance moins 2 mètres par seconde, donc fois 1 mètre par seconde, fois 1 mètre par seconde. Et vous avez vu que 1 mètre par seconde, elle est égale à 3,6 km par heure. Donc je remplace 2 fois. Donc c'est un résultat à prendre. Hein. Donc 10 puissance moins 2 fois 3,6 km par heure. Et donc, si vous effectuez cette opération, vous allez trouver que Vm égale 7,2 égale à 7,2 km par heure. D'accord. On écrit slash h ou bien kilomètre fois h moins 1. H puissance moins 1. Quatrième question. Quatrième question. Donc, avant cette question, certains élèves ne voient pas la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Puisque ce sont des vitesses du même objet, mais quelle est la différence? La vitesse moyenne, c'est le quotient de la distance sur la durée totale t d'un objet en mouvement, c'est-à-dire que la durée, elle est grande. Hein, la durée t, elle est grande. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une vitesse instantanée, eh bien, c'est toujours la même définition, c'est le quotient de la distance d sur la durée t du mobile pendant la course, mais la durée t, elle est très courte. C'est ça la différence. Hein. Pour la vitesse moyenne, la durée, elle est grande. Pour la vitesse instantanée, la durée elle est très courte. Passons à la quatrième question. Précisez un corps qui représente un référentiel dans lequel le garçon sera immobile. Eh bien,
Il n'y a, il n'y a pas mieux que la planche à roulettes, puisque la planche à roulettes, elle est liée hein, au garçon. La planche, et donc il sera vu, le garçon verra la planche à roulettes immobile, roulette ou skateboard. Planche à roulettes. Voilà. Passons maintenant à l'exercice numéro ou à ça c'est la réponse, bien sûr, la réponse à la. Et vous voyez que la vitesse Vm égale la distance sur le temps en mètres par seconde. Ce sont les mêmes résultats qu'on a trouvés. Voilà. Je vous laisse le temps de voir. Donc c'est pareil. Hein. Oui. Passe au deuxième exercice. Exercice numéro 2. Euh, on a relevé les valeurs de la vitesse d'une voiture toutes les 60 secondes. Hein, par un procédé de la chronophotographie, par exemple. Euh, le graphique ci-dessus qui se trouve euh, à droite représente l'évolution de la vitesse d'une voiture en fonction du temps. Et vous voyez que la vitesse ici est exprimée en kilomètres par heure. Le temps est exprimé en minutes. Euh, Après passage d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et ainsi de suite, et on a reporté pour la courbe qui représente l'évolution de la vitesse de la voiture en fonction du temps. Première question, complète le tableau suivant euh, entre les intervalles de temps. Premier intervalle entre 0 et 1 seconde. C'est cet intervalle. Deuxième, pendant cet intervalle, entre 0 minute et 1 minute, est-ce qu'il y a une augmentation de cette branche? Et voilà, je peux la colorier différemment pour que vous aperceviez l'allure de la courbe. C'est une droite ascendante. Voilà, d'accord, c'est une droite. Hein. C'est cette courbe. Alors, vous voyez que la vitesse, hein, par exemple, ce point, entre 0 et 1, la vitesse passe de 0 à 20 km par heure, à 40 km par heure, à 60 km, à 80 km par heure. Donc, la vitesse au cours du temps, il augmente. Il augmente et par conséquent, on peut, il augmente. Hein, augmente, on écrit, augmente, voilà, augmente. Voilà, augmente. Ou bien on utilise la flèche ascendante, comme ça.
Ça veut dire que la vitesse augmente. Et par conséquent, si la vitesse augmente, alors quelle est la nature du mouvement? C'est un mouvement au cours du temps. Si la vitesse augmente au cours du temps, eh bien, c'est un mouvement qui est accéléré. Voilà, accéléré. Ça veut dire que la vitesse augmente au cours du temps. Accéléré. D'accord. Voilà. Entre une minute, entre une minute et 7 minutes, c'est cette période-là. Voilà, que je dessine en violet. Alors, vous voyez que quel que soit l'instant t, entre une minute ou 2 minutes ou 3 minutes, la vitesse, elle est la même, elle est constante. Elle est constante, c'est un palier horizontal. Il faut 80 km par heure. Et donc, c'est cette branche, hein, je vais la dessiner comme ça, vous voyez ce que c'est que, là, en noir, c'est ce palier. La vitesse, elle est constante, il ne change pas. Voilà, c'est une branche horizontale. Et par conséquent, si je projette sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des vitesses, eh bien, on trouve la valeur de 80 km par heure. D'accord. On a dit sur cette branche, la vitesse reste la même, elle est constante. La vitesse, elle est, voilà, je vais mettre constante, elle reste la même. Et par conséquent, le mouvement, est-ce qu'il est accéléré ou retardé ou uniforme? Alors, il est uniforme. On dit il est uniforme. Si la vitesse est constante, alors la nature du mouvement est uniforme. Maintenant, il nous reste l'intervalle de temps entre 7 minutes et 8 minutes. Là, c'est cet intervalle. Eh bien, cette branche qui nous reste, alors la vitesse, il passe de 80 à 60, à 40, à 20, puis à 0. Alors, la vitesse, il diminue ou il augmente, alors il diminue. Il diminue, je vais l'écrire. Voilà, diminue. La vitesse diminue. Elle diminue, la vitesse diminue. Et donc, quelle est la nature du mouvement lorsque la vitesse diminue au cours du temps? Eh bien, c'est un mouvement qui est retardé. Retardé ou décéléré, ou on dit aussi, puisque la vitesse ralentit, hein, retardé. D'accord. Deuxième question. Quelle est la valeur de la vitesse dans la deuxième phase du mouvement? Et on l'a dit ça
La deuxième phase, c'est cette branche. Oui. Eh bien, si je projette la vitesse, et toujours, quel que soit l'instant t, hein, dans cet intervalle entre 1 minute et 7 minutes, eh bien, la vitesse, il vaut 80 km par heure. Hein, suivant, si on utilise le graphique, la courbe, eh bien, on a V égale 80 km par heure. La question, c'est de trouver cette vitesse, mais en mètres par seconde. Et je vais la convertir. Et on sait que, donc c'est égal à 80 fois 1 km 1 km 1 km par heure, et je remplace 1 km par heure par sa valeur en mètres par seconde. C'est égal 80 fois, alors 1 km par heure, il vaut 1 mètre par seconde divisé par le même coefficient qu'on a dit. Voilà, divisé par quoi? Par 3,6. Hein, on peut la démontrer facilement. Et donc, si je divise 80 par 3,6, on obtient une vitesse V de la voiture qui vaut 22,22 mètres par seconde. D'accord. La troisième question. Calculer la distance parcourue par la voiture durant la deuxième phase. On a la deuxième phase, il commence ici, aux premières minutes, et il se termine vers la 7e minute. Et donc, quelle est la durée de cette phase? 7 moins 1. 7 minutes moins 1 minute. Donc, on a delta t, c'est-à-dire la durée de parcours pendant cette deuxième phase, elle est égale à 7 minutes moins 1 minute. L'instant d'arrivée, de fin de cette phase, moins l'instant du début de cette phase. Eh bien, cette différence, il vaut 6 minutes. 6 minutes, je peux l'écrire 6 fois 1 minute. Et 6 fois 1 minute, je vais la convertir en utilisant les unités internationales. 1 minute, je vais la remplacer par combien? 60. Voilà, 6 fois 60 secondes. D'accord. Hein, puisque 60 secondes, c'est 1 minute. Égale 6 fois 60, c'est 360 secondes. Voilà. Maintenant, on avait la vitesse, elle est égale à 22,22 mètres par seconde. Et on veut calculer la distance d. Donc, on a d
égale la vitesse, hein, fois delta t. Vous pouvez toujours utiliser le triangle qui vous facilitera de retrouver à partir la grandeur souhaitée. Vous avez là la vitesse, vous avez là la durée de parcours, delta t, et vous avez là la distance. Et donc, si je veux trouver la distance, c'est v fois t, ça c'est fois delta t. Si je veux trouver la vitesse, v égale la distance divisé par delta t. Si je veux trouver delta t, eh bien, égale à la distance divisée par v. Vous pouvez toujours utiliser ce triangle. Donc, l'application numérique égale 22,22 mètres slash seconde, ça veut dire divisé par une seconde. Hein. C'est pareil. Slash seconde divisé par une seconde. Fois delta t égale 360 secondes. Voilà. Et donc, cette distance t, elle est égale, si vous effectuez le calcul, vous trouvez 7999,99 mètres. Et si j'arrondis ce résultat, je vais trouver, il est proche de quoi? De 8000 mètres. Hein? 8000 mètres, ou bien, et c'est tout proche de quoi? Je vais la convertir en kilomètres, en divisant par 1000 égale 8 kilomètres. Voilà. Voilà. La réponse, vous allez... D'accord. Ce sont les mêmes réponses. Hein. Maintenant, après cet exercice, pour d'accord. La durée, oui, la durée de la deuxième phase, delta t, c'est 7000 moins 1 minute. C'est ce qu'on a trouvé. Et voisin de 8 km. D'accord. Maintenant, le prochain exercice, ça concerne la distance d'arrêt, la distance de freinage, la distance euh, de réaction. Et donc, pour comprendre toutes ces notions, qu'est-ce que c'est qu'une distance de freinage, une distance d'arrêt, une distance de réaction, un temps de réaction. Alors, pour comprendre toutes ces notions et le rapport avec la sécurité routière et la vitesse, je disais, j'ai pensé à un petit résumé pour élucider un peu les idées. Voilà. Et commençons par, supposons qu'un conducteur d'un véhicule a aperçu à une distance d un obstacle.
au milieu de la route. À cet instant, la véhicule était à la position A. Position A, je vais montrer ici, voilà. La position A, c'est la position où le conducteur de la véhicule aperçoit l'obstacle. L'obstacle, ça peut être un homme qui traverse la route, ou bien une femme, ou bien un animal, ou par exemple un tronc d'arbre qui se trouve dans la route qu'on espère pas trouver. Alors, dans ce cas, puisqu'il a aperçu à une distance d l'obstacle, il doit prendre la décision d'appuyer sur la pédale du frein, c'est-à-dire d'agir. Hein. Donc, il va mettre un temps de réaction qu'on notera TR. Voilà, un temps TR. Et puisque la véhicule roule avec une vitesse V, eh bien, on peut calculer cette distance qu'il a parcourue avant que le conducteur n'appuie sur la pédale du frein. Cette distance s'appellera la distance de réaction. Et cette distance est, supposons que point F, ça représente le point F, ça représente la position du véhicule ou le moment où du véhicule au moment où le conducteur appuie sur la pédale du frein. Et par conséquent, la distance AF égale la distance de réaction, on va l'appeler comme ça. Elle est égale, si vous revenez au triangle, une distance DC, le produit de la vitesse fois le temps de réaction TR. Et voilà. Alors, ce temps TR, ou le temps de réaction, il dépend du réflexe du conducteur et de son attention. Il varie en général d'une seconde à 2 secondes pour un conducteur en état normal. Et bien sûr, si on a un conducteur qui a pris des médicaments ou de l'alcool par exemple, alors bien sûr ce temps de réaction augmentera. Donc on espère qu'il n'est pas dans cet état. On espère toujours que les conducteurs soient en état normal. Alors cette phase s'appellera la phase de réaction. Alors, lorsque le conducteur appuie sur la pédale du frein, euh, la véhicule ne s'arrêtera pas instantanément. Il va parcourir une distance df entre la position F où la véhicule, le conducteur a appuyé sur la pédale du frein et une autre position ultérieure qu'on va noter E où la véhicule s'arrête définitivement. Eh bien, cette distance FE, on la note DF et on l'appelle la distance de freinage. Et toute cette phase est appelée la phase de freinage. Alors, cette phase de freinage, comme vous voyez, eh bien, ou bien cette distance de freinage,
dépend de la vitesse du véhicule avec laquelle le conducteur roule. Euh, Également l'état du véhicule, sa masse, les freins, les pneus et de l'état de la chaussée. Sur une route mouillée, cette distance de freinage est plus longue que sur une route sec. Hmm. Alors, par conséquent, euh, pour que la véhicule s'arrête définitivement depuis la position où le conducteur a aperçu l'obstacle, c'est toute cette distance qu'on notera à E. Cette distance, on la note dA et on la nomme distance d'arrêt. Hein, distance d'arrêt. Voilà. Supposons qu'au point O se trouve l'obstacle. C'est la position de l'obstacle. Et la distance, on a dit, entre la position où le conducteur a aperçu l'obstacle, A, et la position de la véhicule à l'instant où il s'arrête définitivement, E, cette distance, on la note dA. Alors cette distance, il vaut AE. Et AE, il vaut AF, c'est-à-dire la distance dr, distance de réaction, plus la distance de F à E, c'est-à-dire la distance de freinage. Et donc, la distance d'arrêt est la somme de la distance de réaction plus la distance de freinage. Et si on appelle la distance qui sépare le point A, c'est-à-dire la position où le conducteur a aperçu l'obstacle, et l'obstacle, cette distance à O, si on la note D, eh bien on a deux cas. Premier cas, voilà, premier cas. Si après calcul de la distance d'arrêt, dA, on a trouvé que cette distance dA est inférieure ou égale à la distance D, qui sépare l'obstacle de la position A, c'est-à-dire la position où le conducteur a aperçu l'obstacle. Toute cette distance. Si on a calculé cette distance d'arrêt et on a trouvé qu'il est inférieur à la distance D, eh bien, il n'y aura pas de choc, de collision entre la véhicule et l'obstacle. Alors, dans ce cas, il n'y aura pas d'accident. Le deuxième cas, si on calcule la distance, deuxième cas, on calcule la distance d'arrêt, si, voilà, si la distance d'arrêt, qui est égale à la distance euh, de freinage plus la distance de réaction, voilà, et qu'on l'a trouvé est supérieur à la distance D. C'est-à-dire que la véhicule ne s'arrête pas au point E, il s'arrête à un point qui est ultérieur, hein, à O. Hein. E sera de l'autre côté de E. Après, en aval de O. Alors dans ce cas, il y aura accident et une collision. Et souvent, ça cause des dégâts.
espérons toujours qu'il y aura moins d'accidents. Eh bien, après ce bref résumé, revenons à notre exercice. Et on a une voiture, la voiture de Mohamed, est tombée en panne sur la route nationale et il était confus où il va placer le panneau d'avertissement. Le panneau d'avertissement, c'est sous forme d'un triangle appelé le triangle de présignalisation ou de sécurité pour les usagers de la route craignant que quelqu'un entre en collision avec lui. Alors il a placé au hasard au bord de la route derrière sa voiture. Les données: la vitesse maximale autorisée sur la route nationale est V égale 100 km par heure. La durée de réaction est TR égale 0,45 secondes. Et la distance de freinage est DF égale 54 mètres. Première question: aider Mohamed à mettre le panneau d'avertissement derrière sa voiture au bon endroit. Au bon endroit. Et pourquoi? C'est pour éviter la collision entre la voiture de Mohamed et l'un des usagers de la route. Euh, et alors, pour ce faire, le panneau d'avertissement, on doit bien choisir la position où on doit le mettre, c'est-à-dire, puisqu'on connaît ici la distance, de freinage, on peut calculer alors la distance de réaction, puisqu'on connaît la vitesse, et le temps de réaction. Et par conséquent, si on connaît la distance de réaction, on va en déduire la distance d'arrêt. Et si on connaît la distance d'arrêt, eh bien, le panneau de signalisation, de pré-signalisation, de sécurité, on va le mettre à une distance supérieure à la distance d'arrêt, à la valeur qu'on va trouver. Ça, c'est le bon endroit. Et alors, en nous entamant ces calculs, nous commençons par calculer la distance de réaction. Et on sait que toutes ces distances sont en mètres. C'est pourquoi il faut convertir la vitesse du kilomètre par heure en mètres par seconde. Toujours trouver ces distances en mètres. Alors, on a dr, elle est égale, dr égale AV, la vitesse, fois le temps de réaction TR. Voilà, TR. C'est égal, TR comme ça, ou R grand R, c'est pareil. Application numérique, voilà, application numérique, dr, la distance de réaction, elle est égale, je remplace la vitesse, on a dit qu'il faut la convertir du kilomètre par heure en mètres par seconde, et on sait convertir cette valeur, égale 100 fois 1 km par heure, et 1 km par heure, on va l'écrire, 1 km par heure, c'est 1 mètre, voilà, par seconde, que divisé par 3,6. 3,6. Ça, c'est la vitesse. Multiplié par le temps de réaction qui est de 0,45 secondes. 0,45
45 secondes. Et si vous effectuez le calcul, alors dr, vous trouvez, voilà, dr égale 12,5 mètres. 12,5 mètres. Voilà. Maintenant, par conséquent, on peut calculer la distance d'arrêt. On sait que la distance d'arrêt, elle est égale à la somme de la distance de réaction, dr, plus la distance de freinage. Et la distance de freinage, elle est donnée dans cet exercice. Application numérique, la distance d'arrêt, je remplace, égale, voilà, égale à, je remplace 12,5 mètres, voilà, plus la distance de freinage qui est de 54 mètres. 54 mètres. Alors, ça nous donnera alors cette distance distance d'arrêt égale 66,5 mètres. D'accord. Alors, commentaire. Pour éviter la collision, pour répondre à la question, comment aider Mohamed à mettre le panneau d'avertissement derrière sa voiture au bon endroit? Eh bien, pour éviter la collision entre la voiture de Mohamed et l'un des usagers de la route, il faut mettre le panneau d'avertissement derrière la voiture à une distance d supérieure à 66,5 mètres. Alors, vous pouvez l'écrire. Vous allez voir ça en détail dans la page qui suit de la solution. Là, voilà. Donc, on va bien seulement à une distance D qui doit être supérieure à 66,5 mètres. Donc, vous écrivez tout ce que j'ai dit en entier pour éviter la collision entre la voiture de Mohamed et l'un des usagers de la route. Il faut mettre le panneau d'avertissement derrière la voiture à une distance D supérieure à 66,5 mètres. Deuxième question. Le 18 février, le Maroc célébrera la journée nationale ou célèbre, célèbre, pourquoi célébrera, célèbre, je vais effacer ça, alors, célèbre, voilà, voilà, je vais effacer ça, comme ça, célèbre, la journée nationale de la sécurité. D'après tes connaissances, les règles de sécurité, d'après tes connaissances concernant les règles de sécurité routière, donnez 2 conseils à Mohamed et à tous les conducteurs à cette occasion. Eh bien, il y en a plusieurs conseils qu'on peut donner à Mohamed concernant
euh, la- l'utilisation de la route euh, 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 pour éviter les risques des accidents de la route, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse, c'est-à-dire surveiller l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, et en particulier les roues et les freins. Surveiller la qualité du système de freinage, également l'excès de vitesse et respecter le, le code de la route, hein, en général. Mais vous pouvez choisir deux mesures, respecter les limitations de vitesse, surveiller l'état mécanique des véhicules avant d'utiliser, en particulier les roues et les freins. C'est largement suffisant comme. Passons maintenant euh, à, voilà, au dernier exercice. Ça, vous pouvez voir seulement le cours, voir le cours. Maintenant, la solution, très détaillée, vous allez voir, qu'on a vu. Voilà, le calcul de la distance d'arrêt. Euh, on a trouvé 66,5 mètres. Et pour éviter la collision entre la voiture et des usagers de la route, il faut mettre le panneau d'avertissement derrière la voiture à une distance D supérieure à 66,5. Et quelques conseils pour éviter les risques des accidents de la route, euh, notamment les limitations de vitesse, surveiller également l'état mécanique de la voiture. Passons maintenant euh, concernant la limitation de vitesse ou bien les infractions commises par certains ou la majorité des conducteurs. L'exercice, les radars actuels sont des appareils très sophistiqués. Ils sont utilisés dans le contrôle de l'excès de vitesse. Sur la route, ils sont très précises si on les compare aux radars ordinaires. Ces appareils permettent de déterminer les distances entre les véhicules et le radar et d'en déduire ou déduire les distances parcourues par ces véhicules pendant des intervalles de temps. Par conséquent, on peut calculer leur vitesse. La figure ci-dessous représente un véhicule sur l'autoroute qui a été contrôlé à l'aide de ce radar. La durée entre la position 1 et la position 2 est de t égale 0,25 secondes. Alors, notre véhicule, en s'approchant du radar, voilà, position 1, il se trouvait à une distance de 510 mètres. Le radar mesure cette distance. Ensuite, en avançant cette distance, il diminue. Eh bien, à une distance inférieure, ici du radar, ici 500 mètres, de nouveau, il, euh, il calcule cette distance, c'est 500 mètres.
Et donc, par conséquent, la distance entre la première position et la deuxième position, c'est de d égale 500. 10 mètres moins 500 mètres égale 10 mètres. Et il peut nous donner aussi le temps qu'a mis la véhicule pour parcourir cette distance de 10 mètres. C'est ici de 0,25 secondes. Alors, la première question, passons à la première. À l'entrée de la gare de péage, les gendarmes ont arrêté la voiture. Et question, quelle est l'infraction commise par le conducteur? Voilà. Alors, pour déterminer quelle est l'infraction commise par le conducteur, bien sûr, il y a plusieurs infractions. Il y a des infractions relatives aux documents obligatoires, des infractions relatives à l'installation dans le véhicule, des infractions relatives aux excès de vitesse, des infractions relatives au stationnement, des infractions relatives au refus. Et pour chaque infraction, eh bien, il y a une amende forfaitaire, hein. Il y a aussi des points à retirer euh, pour chaque infraction, selon la gravité de l'infraction. Alors, pour la première question, déterminer la distance parcourue pendant la durée t égale 0,25 secondes, c'est-à-dire entre la première position et la deuxième position repérée par le radar. Eh bien, cette distance, hein, c'est très simple. Alors, on va l'appeler D. On a D, c'est distance D, elle est égale à D1, c'est-à-dire la distance qui sépare la voiture du radar dans la position 1, et moins D2, égale 510 mètres moins mètres moins 500 mètres. Voilà. Ça vaut 10 mètres. Alors, c'est la distance parcourue entre la position 1 et la position 2. Deuxième question, calculer la vitesse moyenne Vm. Eh bien, cette vitesse de la véhicule Vm, on a, comme vous le savez, on a Vm égale la distance d parcourue par le véhicule divisé par le temps t qu'a mis la voiture pour parcourir cette distance t. Voilà. Égale application numérique. Voilà. V égale, ou Vm, la vitesse moyenne, elle est égale. La distance est de 10 mètres divisé par 0,25 mètres. Pardon, secondes.
Si vous divisez 10 par 0,25, vous obtenez une vitesse Vm égale 40 mètres par seconde. Par seconde ou seconde moins 1, c'est pareil. D'accord. Alors, cette vitesse, bien sûr, euh, sur la route, puisque c'est l'objet de la question suivante, sachant que la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute est de 120 km par heure. Ça, c'est la vitesse maximale. Hein. Euh, on va la noter Vmax. Voilà. La vitesse maximale autorisée euh, sur l'autoroute. Voilà. Et vous voyez que cette vitesse est exprimée en kilomètres par heure. Hein? D'accord. En déduire la nature de l'infraction commise par le conducteur. Alors, pour en savoir quelle est cette infraction parmi toutes les infractions que je viens de citer, il paraît que c'est une infraction. Est-ce qu'il est lié à l'excès de vitesse, un dépassement de vitesse? Et pour le savoir, est-ce que tout d'abord, Mohamed a dépassé ou pardon, c'est pas Mohamed, mais est-ce que ce conducteur a dépassé, a commis un dépassement de la vitesse? Et alors, pour le savoir, on va convertir la vitesse qu'on a calculée. On doit l'exprimer, euh, on va l'exprimer en kilomètres par heure. D'accord. Voilà. Et donc, on a la vitesse moyenne de cet véhicule. Elle est égale 40 fois 1 mètre par seconde. Et donc, je remplace 1 mètre par seconde par sa valeur. On a vu ça plusieurs fois. C'est 40 fois, alors, c'est exact, hein, 3,6. Il faut apprendre cette valeur. Il faut le connaître par cœur. Hein. Mais, kilomètres, voilà, kilomètres par heure. Et si vous multipliez 40 par 3,6, vous aurez une vitesse moyenne égale à... voilà, si vous effectuez le calcul, 144 kilomètres par heure. Kilomètres par heure. Voilà. Et on remarque que si je compare ces deux vitesses, la vitesse maximale et la vitesse moyenne de la véhicule, je constate que cette véhicule a dépassé de loin la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute. Et par conséquent, euh, ce conducteur a commis une infraction relative aux excès de vitesse. Hein. Euh, L'infraction commise est l'excès de vitesse, c'est-à-dire le dépassement de la vitesse autorisée
Et vous savez que ce dépassement, il est sanctionné par un retrait de points sur le permis de conduire et par une amende forfaitaire. Et le nombre de points retirés, euh, ainsi que le montant de l'amende forfaitaire dépendra de la gravité de l'infraction. Ça dépend euh, de la gravité. Eh bien, vous pouvez écrire seulement une, une phrase. On remarque que VM est supérieur à Vmax. Voilà. Le conducteur a commis l'infraction. Comment il s'appelle cette infraction? L'excès de vitesse. L'excès de vitesse. L'infraction, voilà, avec seulement ça, mais vous verrez l'infraction commise, hein, infraction commise voilà, c'est quoi? C'est l'excès de vitesse. Deux points. L'excès de vitesse. D'accord. Passons à la correction. Vous allez voir que c'est les mêmes réponses. Voilà, la distance D à trouver différence entre les deux positions. La vitesse est de 40 mètres par seconde et on va la convertir en kilomètres par heure pour la comparer à la vitesse autorisée maximale autorisée sur la route. Et on remarque que la vitesse de la voiture VM est supérieure à la vitesse maximale autorisée sur la route, qui est de 120 km par heure. Donc l'infraction commise par le conducteur est l'excès de vitesse. Ainsi, prend